et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de mamans allaitantes, la reprise du travail. Comment s'organiser pour continuer à allaiter en toute sérénité ? Quels sont vos droits ? Comment gérer le tirage au travail, la fatigue et la logistique du quotidien ? C'est un vrai défi, mais rassurez-vous, c'est tout à fait possible. On est passé par là et ça l'a plus ou moins fait. La reprise du travail est une étape clé du postpartum, on le sait. En France, c'est à 10 semaines de vie de ton tout petit bébé. C'est beaucoup trop tôt, car c'est à peine le temps que tu as mis pour te rôder dans ton quotidien avec ton bébé, dans ton allaitement. Et puis clairement, peu de bébés font leur nuit à 2 mois et demi de vie, et c'est normal. Mais du coup, toi, t'es pas très fraîche pour aller travailler. Beaucoup de mamans se demandent si elles vont pouvoir continuer à allaiter, si leur lactation va tenir le coup, si leur bébé acceptera le biberon, ou encore comment gérer l'organisation au quotidien. On reçoit énormément de questions sur ce sujet. Comment faire pour tirer mon lait au bureau ? Est-ce que je peux allaiter en rentrant du travail ? Et si mon employeur n'est pas compréhensif ? Bref, aujourd'hui, on va répondre à toutes ces interrogations et vous donner des clés pour une transition en douceur. Aujourd'hui, nous sommes avec Emeline, la fondatrice de Physimed. C'est une entreprise française créée par une femme, donc pour la santé des femmes, puisqu'elle propose des tire-laits nomades et des sondes de rééducation périnéale. Nous allons voir comment préparer la transition avant la reprise, quels sont vos droits en tant que maman allaitante, comment gérer le tirage au travail et conserver votre lactation, et bien sûr, comment trouver un équilibre pour éviter la fatigue et la charge mentale. On est passé par là, et on est là pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais plein de solutions possibles et que ça va aller. Que vous souhaitiez poursuivre un allaitement exclusif, opter pour du mixte ou même décider de sevrer, sachez que chaque choix est valide et respectable. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre décision et que cela corresponde à votre situation. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. C'est l'heure de la tétée. Avec Emeline, la fondatrice de Physimed. Bonjour Emeline. Bonjour à vous. Donc présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton travail et ton histoire d'allaitement. Alors moi, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, un qui a 5 ans, l'autre 2 ans, que j'ai allaité d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, j'ai donc créé et aujourd'hui je dirige Physimed, donc une entreprise dédiée en fait à la santé de la femme, au bien-être de la femme. On s'est donné pour mission de transformer finalement la santé des femmes, en leur apportant des solutions qui leur facilitent le quotidien, qui leur apportent des nouvelles solutions pour prendre en charge l'incontinence urinaire dont on parle pas beaucoup, qui est plutôt tabou, avec une sonde de rééducation du périnée, ou encore un tire-lait main libre qui permet de faciliter l'allaitement, sujet qu'on va aborder, je pense, pleinement aujourd'hui. Et j'ai une question, tu faisais quoi avant ? Donc avant, en fait, moi, j'ai un parcours en sciences à la base, et puis après, j'ai fait une école de commerce avant de créer Physimed, et j'ai accompagné des startups pendant 4 ans dans le domaine de la santé. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai aussi envie d'apporter des nouveautés, des solutions pour la santé, notamment pour la santé des femmes. C'est un sujet qui m'a toujours parlé. J'ai fait également beaucoup de sport, notamment du sport à haut niveau, et quand j'ai découvert le périnée, que j'ai découvert que j'avais un périnée et qu'il avait été mis à mal pendant des années, je me suis dit mais en fait c'est pas possible, il faut développer des solutions pour les femmes, et c'est comme ça qu'est arrivée la solution pour le périnée au démarrage. D'accord, à la base c'était pour le périnée. Et tu faisais pas pour des prothèses de genoux ? J'ai regardé sur le site Physimed. Oui, alors c'est vrai, si on veut raconter en effet l'histoire un peu plus longue, c'est tout à fait vrai. En fait, comme moi j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai joué au basket, puis après j'ai joué au rugby, et en fait je voulais faire une attelle qui permettait aux sportifs en fait de rééduquer leurs genoux et de revenir plus rapidement sur les terrains. Et donc la première idée c'était ça, et en fait après
en discutant avec des kinés de cette problématique, ils nous ont dit bon, c'est vrai que c'est intéressant le genou, etc. Mais en fait, on a un autre sujet, c'est le périnée. Donc votre idée de en fait connecter un dispositif qui permet de faire sa rééducation à la maison ici pour le genou, en fait, ce serait vraiment bien pour les femmes pour faire leur rééducation du périnée. Et c'est là que je me suis dit mais c'est impossible, j'ai fait du sport pendant tant d'années, j'ai découvert le périnée et là on s'est dit on va faire finalement cette sonde. Voilà. D'accord. Nous, on le répète, mais chez nous, c'est grâce à l'allaitement que Bouboub est né parce que on trouvait que les femmes n'avaient pas assez d'informations, et notamment nous-mêmes, et de conseils pratiques en allaitement. On le sait, l'allaitement, ça permet de créer des super projets. Et toi, est-ce que le fait d'avoir allaité tes enfants t'a permis de créer justement le tire-lait nomade ? Alors, c'est vraiment étroitement lié. Moi, quand j'ai eu mon premier, donc mon garçon, en gros, j'ai allaité pendant 3 mois. J'avais pas une conviction d'allaiter pendant des années non plus, mais néanmoins j'avais envie de pouvoir allaiter mon enfant. Et finalement, en fait, l'allaitement s'est arrêté à la reprise du travail parce que j'ai espacé les tirages, parce que j'ai eu finalement pas forcément pu m'engager pleinement en fait dans le tirage parce que c'était compliqué avec les solutions que j'avais, les tire-laits filaires, etc., qui étaient pas très portables. Et du coup, j'ai pas réussi à concilier en fait la vie que j'avais envie de mener au moment où mon enfant avait 3 mois et la vie de l'allaitement. Et donc du coup, lorsque j'ai eu ma fille 3 ans plus tard, je me suis dit bon, alors là, j'ai vraiment envie d'allaiter. J'ai compris comment ça fonctionnait, mais il me faut des outils qui sont plus adaptés. Et c'est là que j'ai découvert en fait la possibilité, c'était le début des tire-laits nomades, et du coup j'ai pu en tester quelques-uns, et après je me suis dit mais en fait c'est génial, ça m'a juste changé la vie. Moi j'ai pu me déplacer pour le boulot, j'ai pu me déplacer à titre perso aussi, j'ai pu aller au mariage d'une amie dont j'étais témoin par exemple, où je devais prendre l'avion. Enfin voilà, vraiment je me suis dit mais en fait c'est vraiment ça qui me convenait sur ce moment-là. Et c'est de là en fait qu'on s'est dit en fait on va développer le tire-lait qui nous correspond. Et quand je dis nous, c'est parce qu'en fait c'est un peu une anecdote, mais dans la société chez Physimène, en fait on a eu 3 bébés en 7 jours. Ah oui. Et donc du coup on avait 3 mamans qui allaitaient en même temps. Et donc du coup il y a eu du co-développement en fait avec les personnes de l'entreprise, et c'était assez génial parce que c'était alors cette fonctionnalité elle est bien, celle-là on aimerait bien comme ci, celle-là on aimerait bien comme ça, et c'est vraiment comme ça qu'on a conçu le tire-lait qui nous paraissait le plus adapté à notre usage en tout cas, et l'usage des femmes qui souhaitent tirer leur lait en tout cas. Voilà. C'est vrai que, alors, on parle beaucoup, Cassandre parle beaucoup de tire-lait nomade dans ce podcast. Je pense que ça fait moins de 5 ans que c'est vraiment que ça a explosé. Moi, je pense que ça a commencé vraiment à mon fils, moi, 2023. Et c'est vrai qu'alors, évidemment, ça n'annule pas ce qui existait aujourd'hui, mais je pense que pour la reprise du travail, on est sur un véritable game changer. Je parle anglais. Moi, je peux parler un peu de mon expérience perso, puisque moi, du coup, j'ai eu un enfant il y a 5 ans et ça n'existait pas. Ou alors, je ne sais pas, il n'y avait pas assez de communication. Si, les mamans, elles se le procuraient aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Et moi, pour le coup, je me suis jamais posé la question. Et moi, j'ai fait pour le coup du tir-allaitement au travail avec un Medela Symphonie. Alors, ça montre bien que c'est possible, hein. Mais c'est une motivation supplémentaire, je pense, une organisation également de devoir stocker ou porter ton tire-lait tous les jours. Voilà, c'est bon, on va en parler d'expérience, mais ouais, je pense que ça change vachement les choses. Et sur les mamans qu'on accompagne, on voit bien que l'investissement dans le tire-lait nomade, dans le cadre de la reprise du travail, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et moi, j'en suis la preuve, parce que je pense pas que j'aurais allaité aussi longtemps si j'avais pas mon tire-lait nomade que je mettais en consulte tout le temps. Je me mettais même pas de pause. Je le mettais, je prenais une pause juste pour le vider. Et donc vraiment, après, on se sent privilégié encore quand on peut en avoir un parce que ça a un certain coût. Mais je pense que le rapport bénéfice-risque, nous on parle souvent de ça, par rapport à la poursuite de ton allaitement, c'est quand même un gros plus. Ouais, c'est vrai que nous, ça a été vraiment le moment de reprise du travail qui m'a motivée en fait à faire ce produit. Clairement, au début, mon premier, j'avais aussi le Medela filaire.
Alors, je le trimballais sur mon vélo, mais c'était quand même costaud, quoi. Moi, je le laissais sur place. Mais c'est pareil, du coup, je devais m'isoler. Enfin, j'ai connu c'est pas une copine, quelqu'un à la fac qui est en pharmacie d'industrie et qui, pour le coup, a fait des réunions avec sa brassière d'allaitement et le Medela, donc visible. Voilà, c'est super, en vrai. Moi, je pense que... Enfin, je l'ai toujours dit, j'ai jamais eu aucun souci à allaiter partout, tout le temps, mais tirer mon lait, je n'ose pas le faire en public. C'est peut-être pas bien, mais c'est ma limite, on va dire. mais voilà, mais c'est sûr que du coup, voilà, là, avec tes tétrelles, tes machins, tes trucs reliés à ta machine, t'as pas forcément envie de le faire devant des gens. Moi, en plus, au comptoir, ce serait vraiment étrange. Et donc, ouais, t'es obligé de t'isoler tout. Là où Cassandre pouvait carrément faire des consultes en tirant son lait. Ça, et du coup, je fais une parenthèse parce que je pense que je vais oublier de le dire au fil de l'épisode. Moi, je l'ai fait passer en frais professionnels parce que je suis libérale et ma comptable m'avait dit que c'était OK. Donc, vous pouvez voir quand vous êtes à votre compte pour le passer en frais pro. Ça peut marcher. Voilà, c'était la petite parenthèse avant qu'on rentre dans le vif du sujet parce que là, on va attaquer le dur, c'est-à-dire la reprise du travail pour les mamans qui ne travaillent pas encore. Alors concrètement, quand on reprend le travail, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien d'anticiper, voilà. Pas trop longtemps avant, je pense que c'est pas utile. Faut pas se stresser. On voit des femmes au bout de déjà 3 semaines postpartum qui doivent commencer à faire des stocks de lait tranquille. Mais c'est sûr que c'est bien de toujours un peu anticiper les choses. Oui, c'est vrai que amener ça en douceur, de permettre une transition en douceur, de s'adapter un petit peu jour après jour jusqu'au jour J, c'est bien tant pour la maman que pour le bébé. Et il y a plusieurs choses à anticiper. Là, on va parler clairement logistique, mais déjà, il est important d'anticiper aussi la reprise sur le plan psychique. Bon, moi, je parle pour mon expérience perso, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à toutes les mamans qui nous écoutent. Clairement, moi, le premier jour où je dépose mes enfants à la crèche pour reprendre le travail, à peine la porte fermée, je m'effondre. Je pense qu'il y a un remaniement hormonal. Enfin, c'est un tout. On était pendant 3 mois collés serrés avec son bébé. Mais ça, vraiment, et j'ai des copines qui me l'avaient dit, mais je le croyais pas. Je m'étais dit, c'est bon, on a le temps de réaliser quand même. Mais en vrai, non, ça se contrôle pas. Et voilà, c'est normal. Je sais pas si toi, Hélène, ou toi, Emeline, c'était le cas. Mais... Ah ouais. Mais j'ai fait des adaptations hyper longues, moi, dans les crèches. Mais moi, c'était l'heure de l'adaptation. La première fois, c'était... Non, moi, j'ai le souvenir de, où t'as 1 heure pour toi. Ouais, et tu pars dans la rue, et t'as un côté où t'as pas vraiment le temps de rentrer, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'asseoir et regarder des photos de mon enfant. Mais non, et pleurer. Tu vois, rien qu'en repensant, j'ai les larmes à l'œil. Tellement c'est horrible et que... voilà. Et toi, Emeline, c'était ton cas ? Moi, c'était plutôt... j'étais contente quand même d'avoir ce moment un petit peu pour moi. Mais j'avoue que c'est vrai que je l'avais, je crois... j'essayais d'anticiper, je sais qu'il prenait le biberon. Et j'étais contente de pouvoir... c'est vrai que j'avais... confiance aussi en les gens avec qui je le laissais, mais c'est vrai que cette heure un peu de transition, c'est vrai que c'était pas long, hein. Je me disais ça va bien se passer, c'est que1 heure, ça va, tu vas le retrouver. Et j'avais eu ce sentiment un peu de liberté, un peu moins de charge mentale. Moi, c'est ça ça m'avait fait cette impression. Mais c'est sûr, après, content de les retrouver juste après. Ouais, je trouve aussi la première journée de travail, moi j'ai eu une espèce de dualité de... je me rappelle, mon fils, c'était en plein confinement que j'ai repris le boulot. Comme on avait un travail en présentiel, j'étais partie. Alors il y a un côté, j'étais contente parce que je sortais, j'avais traversé Paris en vélo. Enfin, il y avait un truc assez grisant, je pense, à ce moment-là. Contente de retrouver mes collègues qui étaient des amis. Et en même temps, je crois que au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi ? Pourquoi je travaille pour payer en fait il y avait un côté, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a ce truc-là de t'es mi-figue d'être content là, et puis en même temps ton enfant te manque, et puis... Enfin, de toute façon, je pense que la dualité maternelle... Donc vraiment, préparez-vous sur le plan psychique aussi. Et donc on en a parlé d'anticiper sur le plan psychique quand même, parce que c'est un gros bouleversement de confier son bébé à quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Et aussi, anticiper, c'est pour comprendre justement ses droits et organiser son temps de travail. Toi, donc, Emeline, t'es chef d'entreprise. Est-ce que tu discutes avec les futures mamans d'un allaitement possible dans ton entreprise ? Bon, après, vu que tu proposes des tire-lait nomades, je pense que si tu proposes pas du temps dédié pour l'allaitement, c'est bizarre, mais...
Oui, exactement. Nous, on a même avant qu'on ait mis Pump, notre tire-lait, Nomade, on a toujours été attentif à ça, à pouvoir discuter avec les personnes qui voulaient un espace pour tirer leur lait s'ils avaient besoin ou autre. Mais je sais qu'en discutant avec pas mal de copines ou de personnes autour de moi, je me rends compte qu'en fait, au final, il faut pas hésiter à en parler en fait avec son employeur, parce que parfois il y a certains employeurs qui peuvent être gênés, ou en tout cas ne pas vouloir en parler parce qu'ils pensent que ça va rentrer trop dans la sphère intime de la personne, ou que finalement est-ce que c'est vraiment leur place, etc. Alors qu'ils ont aucun problème à en parler et qu'ils proposeraient bien volontiers des solutions. Et donc du coup, voilà, je dis souvent parlez-en, communiquez. En plus, l'employé a des droits, l'employeur a certains devoirs aussi de mettre à disposition dans certaines entreprises, en tout cas, des espaces. Et donc voilà, il y a vraiment, il faut vraiment rentrer en communication pour expliquer votre besoin, expliquer ce que vous avez envie de faire. En plus, une personne qui a allaité dans une entreprise ou qui a tiré son lait fonctionne pas forcément de la même manière que celle d'après. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de communiquer, quoi. Oui. Alors du coup, on va faire un petit rappel droit du travail. Donc le code du travail, on le rappelle, vous donne droit en fait dans l'année qui suit la naissance de votre enfant, donc jusqu'à sa première année, 1 heure par jour pour soit tirer son lait, soit aller allaiter son enfant sur son lieu de garde, soit allaiter son enfant sur son lieu de travail. Bon, souvent c'est pour tirer son lait quand même. 7 heures est malheureusement non rémunérée, donc c'est à déduire. Voilà, après, tout se négocie. Alors, je fais genre, mais moi, je n'ai jamais réussi à négocier ça. Parce que pour mon premier enfant, j'étais salariée. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mais à l'époque, j'étais salariée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors, pareil, enfin, pas pareil, mais pour le coup, j'ai beau être en pharmacie dans un milieu où on fait de la location de tire-lait, un milieu plutôt féminin. Ouais, j'ai une collègue qui a eu un enfant et qui a arrêté l'allaitement à la reprise du travail. Toutes mes copines avaient fait ça. Je m'étais jamais posé la question que c'était possible en fait. Et une collègue, une dermo-conseillère, revient 1 an avant que j'ai un enfant. Elle revient de congé mat. Elle avait pris un congé un peu plus long et elle revient et elle tire son lait, pareil, jusqu'aux 9 mois, 9 mois après sa reprise. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est possible. Et donc ça, déjà, hyper important, premier conseil, en parler avec vos collègues, dire que vous le faites, parce que moi, si elle ne l'avait pas fait, je ne sais pas si je l'aurais fait. Donc le fait de savoir que c'était possible de le faire, physiquement, je le savais, mais possible dans mon travail, en fait. Ça m'a dit OK, parce que pour moi, je sais pas, quitter le comptoir, prendre 1 heure de pause, s'isoler, et surtout en parler avec mon patron de l'époque, ça me paraissait complètement lunaire. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis dit c'est possible. Quand j'ai eu mon enfant, j'ai eu envie de continuer mon allaitement. En plus, j'en ai parlé, c'était en plein Covid, donc raison de plus pour continuer cet allaitement, parce que j'avais du coup le sentiment de protéger mon fils comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, alors il faut savoir que j'avais un patron d'une 60aine d'années qui n'avait pas d'enfant et on ne parlait jamais de nos vies perso. Donc, pour moi, je savais vraiment pas comment j'allais le faire, mais j'étais convaincue de moi. Et donc, je lui ai envoyé un mail, en fait, avant ma reprise, en mode, je reviens telle date, je vais tirer mon lait au travail, j'ai droit à 1 heure par jour, donc j'organiserai mon temps de travail pour le faire. Enfin, et ça s'arrête là. Il n'a jamais répondu à ce mail. Donc à partir de ce moment-là, je suis revenue avec mon tire-lait. Je m'organisais donc pour tirer 2 fois, je crois, par jour. Et ça a vraiment été, pour le coup, un non-sujet total. Donc voilà. Et donc mon petit conseil, donc que je n'ai pas fait, je voulais venir à là. 7 heures est non rémunéré, mais n'hésitez pas à négocier. Donc ce que moi je n'ai jamais réussi à faire, c'est que vous dites à votre patron, je prends 1 heure par jour pour tirer mon lait, mais comme j'allaite, mon enfant va être statistiquement moins malade, moins d'absentéisme, moins de jours enfant malade pour moi. Donc, il n'y a pas de raison que 7 heures me soit décomptée, sachant que les pauses clopes, c'est pas décompté, les pauses toilettes, c'est pas décompté, donc on peut bien prendre 20 minutes pour tirer son lait. Vous pouvez le tenter, voilà. Après, moi, je sais qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si j'ai une employée qui est amenée à avoir un enfant, évidemment que si elle prend du temps pour allaiter son enfant ou tirer son lait, évidemment qu'on ne va pas déduire 1 heure de son temps de travail. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faudrait changer. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir, mais par contre, à petite échelle, vous pouvez toujours essayer de négocier ça. Et donc, quand on parle de l'heure pour allaiter, elle peut être fractionnée en 2 fois 30 minutes ou 4 fois un quart d'heure. Et aussi, Emmeline, tu le disais, dans certaines entreprises, il y a des espaces qui doivent être aménagés pour les mamans qui allaitent ou tirent leur lait. Et c'est quand il y a plus de 100 salariés dans l'entreprise. Et quand il y a moins, malheureusement, on doit se débrouiller. Mais c'est toujours facile de trouver un petit bureau ou... facile, je sais pas, mais faut essayer de trouver un endroit quand même dédié pour tirer son lait. On va pas tirer en plein milieu de l'open space, par exemple. Sauf avec un tire-lait nomade. Voilà, avec un tire-lait normal. On y revient.
Voilà, c'est là que vraiment, je trouve que ça prend tout son sens, le tirer nomade, parce que nous, comme je vous disais, on était 3 à tirer en même temps notre lait avec nos tirelets filaires, donc du coup, on se relayait dans la pièce qu'on avait dédiée à l'allaitement. Et puis en fait, après, quand on a eu les tirelets nomades, mais en fait, ça a complètement changé, puisqu'on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait pendant qu'on tirait. En plus, on tirait aux heures qui nous correspondaient mieux, chacune d'entre nous, avec voilà la liberté de le faire quand on voulait. Donc non, c'est vrai que c'était pas mal, quoi. Ça change tout. Et puis c'est vrai que pour le coup, moi j'ai déjà eu des retours de mamans qui se sont retrouvées à tirer dans les toilettes, des trucs vraiment, des situations nulles, quoi. Et donc je pense que ce genre de choses, ça change. Et je pense que ça change aussi pas mal, c'est on pense au commercial, en fait, commerciaux. Ça se dit au féminin? Ma sœur est commerciale, elle passe sa journée en bagnole, en fait, concrètement. Elle est commerciale en pharmacie, donc à peu près, voilà. Elle va aux toilettes chez ses clients. Enfin, tu vois, elle a pas de salle, en fait. Donc pour le coup, elle avait arrêté de bosser pour continuer ses allaitements, mais ça aurait pu vraiment changer les choses, que oui, tu peux tirer dans ta voiture plus facilement, c'est vraiment un truc, je pense, qui pour plein de professions change les choses, quoi. Anticiper aussi, c'est essayer de planifier un petit peu ses postes de tirage, comme tu l'as dit, Emeline, chaque maman a ses habitudes d'horaire de tirage, et donc anticiper les moments dans la journée où tirer son lait, c'est environ toutes les 3-4 heures à peu près, mais c'est aussi à adapter en fonction de son ressenti, si tes seins deviennent un peu douloureux, durs. Ouais, parce qu'après, ça c'est sûr, on nous pose souvent des questions là-dessus. En fait, nous on reçoit pas mal de messages via Insta disant je reprends le travail, tous les combien je viens tirer. C'est très difficile de vous répondre individuellement. Donc, pas hésiter à consulter évidemment pour se faire un peu aider, mais parce que ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de votre réserve. Au début, en général, on va conseiller de tirer, d'essayer toutes les 3 heures de pas rester plus de 3 heures sans tirer pour éviter évidemment les complications qui peuvent être un engorgement, une mastite, un abcès, on les connaît. Mais voilà, c'est adapté à chaque personne, donc c'est difficile de faire du conseil global, mais dans l'idée, c'est de s'écouter, ressentir et éviter les engorgements. Et donc, dans anticiper, il y a aussi, ça nous stresse beaucoup, c'est comment constituer une réserve de lait avant notre prise. Alors, je l'ai dit un peu au tout début, on évite de s'y mettre trop tôt parce que c'est stressant et ça sert à rien. Quand on va faire des tirages à la maison, souvent on tire pas beaucoup et c'est normal parce qu'en fait on allaite, donc le lait il va au bébé. Après, évidemment, si on tire pas beaucoup, que c'est inquiétant, il faut pas encore une fois hésiter à consulter, à se faire aider pour vérifier la taille des tétrelles et qu'on a un tire-lait qui est adapté à son besoin. Mais normalement, voilà, c'est normal quand votre bébé tète en fait toute la journée de pas beaucoup tirer puisque vous allez sur votre réserve qui n'est pas énorme et voilà. Donc ça, on stresse pas. Donc au début, on peut en effet faire des petits tirages ou vider le sein qui est pas tété et puis du coup, ça permet de faire des petits recueils de 20-30 millilitres, les mettre de côté, d'avoir un petit stock pour le début. Et si ça marche pas, en fait, il n'y a pas de raison de stresser. L'idée, c'est vraiment donc savoir faire fonctionner votre tire-lait, c'est bien. Et après, on peut complètement, quand on reprend le boulot, fonctionner ce qu'on appelle en flux tendu. Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps. En fait, ce que je tirais pour la journée, je le donnais à la crèche le lendemain. Alors, c'est sûr que le jour où on fait tomber le lait tiré, on n'est pas bien. Ça m'est arrivé. Ouais. J'en pleurais. mais on a toujours une petite réserve quand même au congélo. Mais en soi, voilà, souvent, on va finir par fonctionner comme ça. N'ayez pas un congélo plein à la reprise du travail. Ça n'a que peu d'intérêt, finalement, parce que de toute façon, vous allez retirer par-dessus. Et au travail, pour le coup, comme vous n'allez pas allaiter, vous allez beaucoup tirer. Normalement, vous allez passer des 20-30 minutes que vous y êtes chez vous à 150, des fois 200, ça dépend encore une fois de vous. Mais voilà, pas de stress là-dessus, quoi. Oui, et alors du coup, si on tire son lait, il faut falloir le stocker, ce lait maternel. L'idéal, c'est d'utiliser des sachets ou des contenants adaptés. Il y a des petits pots, ça s'achète en pharmacie ou sur des sites. Et il y a une règle de conservation. Donc, en plus, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur les plaquettes de tire-lait, etc. Sur les règles de conservation. Nous, on aime bien citer la règle des 4, c'est quand même plus pratique à retenir. En gros, il y a l'AFSA, la COFAM qui font des règles. Je crois que la COFAM, elle est plus détendue que l'AFSA. Et du coup, la règle des 4, elle est au milieu. Elle est plus facile à retenir. Donc, je trouve que c'est un petit bloubi-boulga des deux, mais c'est pas plus mal. En gros, du lait maternel fraîchement tiré se conserve 4 heures à température ambiante, 4 jours au réfrigérateur et 4 mois au congélateur. Congélateur, pas freezer, c'est-à-dire pas le petit bac au-dessus du frigo. Après, voilà, donc ça va être 4 heures, 4 jours, 4 mois. Au moins, on est sûr d'être dans les clous et de pas se tromper. Après, voilà, c'est en supposant que le lait a été tiré dans des conditions, avec des mains propres et du matériel propre, et que le bébé n'est pas un prématuré ou n'est pas malade, évidemment.
Et je pense que c'est vraiment important, comme vous disiez, de commencer un petit peu à se familiariser avec le tire-lait, parce qu'en fait, nous, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que finalement, les fabricants de tire-lait, le plus souvent, il y a des tétrelles qui sont de taille assez importante, 24, 28 et autres. Et alors qu'en fait, au final, la majeure partie des femmes ont plutôt besoin de tétrelles, plutôt une taille 21, 17 ou autre petite. Et en fait, moi-même, la première fois quand j'ai tiré longtemps avec une taille 24, me rendant compte en fait qu'avec une taille plus petite, c'était plus efficace, moins douloureux, etc. Alors ça marchait en taille 24, mais c'est un peu dommage finalement de pas prendre la bonne taille. Donc voilà, il y a un peu enfin voilà, faut se familiariser, apprivoiser un peu l'appareil pour trouver la bonne chose. Mais oui, j'entends parfois des femmes qui me disent alors je tire mon lait, je le mets tout de suite au congélateur pour que dans 4 mois, quand je reprenne, j'en ai. Alors déjà, comme tu le dis, il n'y a pas trop de sens. Et puis en plus, d'un point de vue nutritionnel, ça n'a non plus pas trop de sens de donner le lait d'un bébé qui a 1 mois à 5 mois, quoi. Donc voilà, faut en effet être assez cool là-dessus. Je pense que si l'allaitement marche, ça va fonctionner, quoi. Voilà. Et pour revenir sur la taille des tétrelles, moi j'ai lu que la taille 28, en gros, ça correspond à vraiment pas beaucoup de personnes. Fait, nous, en pharma, du coup, on n'est vraiment pas les mieux placés. Je suis vraiment navrée. Mais on donne de base toujours, mais c'est aussi nos prestataires, ils nous livrent toujours avec une taille 24. C'est ce qu'ils considèrent comme la moyenne, et en effet, visiblement, c'est pas du tout ça. Ouais, non, c'est vraiment à faire revérifier, à pas hésiter. Et pareil que toi, je pense que j'ai tiré avec du 24 depuis quand même quasiment 1 an. Après, encore une fois, ça a marché, mais je pense pas que je fais du 24 en fait. J'ai jamais remesuré par curiosité, mais en fait, à mon avis, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, nous, on a commencé à travailler avec des professionnels de l'allaitement, vraiment, et on s'est rendu compte en discutant avec eux, que c'était pas du tout le cas. Et là, on est en train de commencer une étude assez poussée sur vraiment comprendre et puis comprendre aussi les impacts de la mauvaise taille. Enfin voilà, donc j'encourage vraiment à bien mesurer pour s'adapter. Tu peux nous rappeler comment on mesure ? Alors du coup, il y a vraiment parfois les fabricants donnent des petites réglettes avec des trous dedans pour vraiment mettre le mamelon et bien regarder quel est le diamètre. Faut bien prendre les deux parce que parfois les deux mamelons n'ont pas forcément la même taille. Au cours de l'allaitement, la taille aussi peut changer en fonction de la lactation et autres. Donc sur les petites réglettes, vous voyez exactement l'endroit qu'il faut mesurer. Alors il y a le mamelon, puis après il y a la partie un peu plus large avec l'aréole, etc. Donc il faut bien regarder. Sinon un mètre ruban, ça peut aussi bien marcher. Et ensuite bien regarder comment est-ce que la succion se fait. Si finalement ça prend un diamètre trop large de peau, eh bien finalement c'est pas la bonne taille. Si ça prend vraiment que le bout du mamelon, ça va pas non plus. Enfin voilà, donc il y a de la mesure, il faut observer, il y a un peu de ressenti aussi. Il y a également des comptes sur les réseaux, notamment sur Instagram, où on peut envoyer des photos de comment est-ce que, au moment du tirage, et les personnes qui gèrent le compte vous disent ok, c'est bon, c'est la bonne taille ou pas. Enfin voilà, donc faut pas hésiter à se poser quand même pas mal de questions là-dessus. Ça peut vraiment changer et le confort et l'efficacité du tirage, quoi. Voilà. Et donc là, quand on parle de nous familiariser avec le tire-lait, faut familiariser aussi une toute petite personne à autre chose que son sein. En effet, il faut habituer ton bébé au biberon ou à la tasse ou à un autre contenant, mais pour que la transition puisse se faire et qu'il puisse boire ton lait tiré justement, pas avec toi, quoi. On reçoit souvent des trucs genre quand t'es en début d'allaitement, surtout pas donner de biberon, surtout pas. Et finalement, tu te retrouves à 3 mois à essayer de filer un biberon à ton enfant qui n'en veut pas du tout. En disant ah merde en fait. Donc voilà, on fera un épisode vraiment axé sur l'acceptation du biberon et les contenants alternatifs. Après, on peut quand même donner là évidemment des petits conseils. Alors moi je crois que mon fils, comme j'avais très peur de cette histoire de biberon à l'époque, je n'ai pas voulu lui en donner, donc on le nourrissait à la tasse. Donc ce qui est le contenant alternatif recommandé, c'est soit la tasse, donc c'est comme un verre en fait pour boire, ou alors donner avec une paille normale.
Donc, il faut quand même que le bébé il soit un peu OK. C'était surtout une galère pour mon mari qui l'a gardé dans les premiers temps, puisque à la tasse, il en foutait partout, complètement. Et puis finalement, on est passé après sur un biberon. Pareil, à l'époque, j'avais pris un Medela avec une tétine où il fallait vraiment fournir un effort pour avoir du lait. Aujourd'hui, j'ai du recul là-dessus et je pense que ce soit pas utile d'investir dans des biberons qui se disent compatibles à l'allaitement. L'important, quand vous proposez un biberon à un enfant allaité, donc pour éviter qu'il préfère le biberon, parce que en gros, le sujet, c'est que si le lait arrive trop facilement dans la bouche du bébé, sur des bébés qui ont une succion faible ou qui sont un peu fainéants, ils peuvent préférer le biberon. Pour moi, le seul truc à faire, parce que pour le coup, pareil, j'en ai tout le temps des marques à me dire « Ah, moi j'ai un nouveau biberon, il est vraiment mieux pour l'allaitement. » Voilà, ouais, aujourd'hui j'ai rendu recul et j'y crois pas. Je crois que le seul truc, c'est de prendre n'importe quel biberon et idéalement de le donner à l'horizontale pour que le bébé continue de fournir un effort et du coup n'ait pas le lait trop facilement. Ça, c'est le seul truc. Après, à des billes plus lents, la tétine, du coup. Oui, voilà, on va pas mettre un truc pour liquide épais, voilà. Donc ça c'est mon conseil biberon, mais c'est pas forcément pour le faire accepter, puisque c'est pas pour ça qu'il va l'accepter, mais c'est plus comment donner le biberon. Nous c'est plus pour ma fille on a introduit plutôt le biberon et que ça a été un peu difficile au début. On faisait ce qu'on appelle la technique du sioux, c'est-à-dire qu'on lui donnait le biberon en la posant dos à nous sur nos genoux et en arrivant par derrière avec le biberon pour qu'elle ne voit pas la personne qui lui donne. Et c'était un peu plus accepté. Ça permet de le donner facilement à l'horizontale aussi, puisque le bébé est assis. Voilà, après, vas-y, toi. Alors moi je suis pas un exemple très fou. J'ai acheté 15 biberons, 15 tétines différentes. Je les ai encore d'ailleurs, il fallait que je revende tout sur Vinted, mais voilà. Et non, moi ça n'a pas marché, les nounous elles en pouvaient plus. Mais voilà, j'expliquerai ma petite expérience par la suite, mais j'ai même pas de conseils. Non, moi j'ai pas de conseils, j'ai essayé et à force elle l'a pris, mais je pense que ça sert à rien d'acheter 50 biberons, vraiment. Je pense qu'il faut persévérer avec un ou changer avec un autre. Mais clairement, ce qui est écrit à chaque fois, compatible allaitement, etc., c'est pas vraiment vrai. Ça ressemble pas à ton sein, une tétine. Oui, ça veut pas dire qu'ils vont le prendre plus facilement ou qu'ils feront pas qu'il y aura pas de soucis avec. Voilà, donc force, courage, ça va aller. Moi, le premier, je crois qu'il l'a pris la deuxième fois, on l'a proposé, donc on s'est dit, mais en fait, c'est super facile. Et en fait, la deuxième, ça a été l'inverse complètement. On a trop galéré. Pareil, on a, je sais pas combien de biberons. Alors moi, j'avais une copine qui allaitait en même temps, donc en fait, chacun achetait un biberon et on se le filait. Ah oui, c'est pas mal ça. Est-ce que ça marchait toi avec toi? Ouais. Moi, ça a marché avec celui-là, etc. Donc non, ça a été vraiment compliqué. Parfois, on se disait avec mon mari, alors moi, je m'en vais loin parce qu'il y a des théories que si jamais vous n'êtes pas trop loin de l'enfant, alors il sait que vous n'êtes pas loin. Donc du coup, physiquement, j'essayais de m'éloigner, mais pas trop loin non plus. Donc j'allais chez la voisine pendant un temps, le temps que mon mari essayait de lui donner. Enfin voilà, il y a en effet toutes les techniques diverses et variées. Et puis à un moment donné, elle l'a pris. Alors pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était parce que elle était prête, elle y arrivait. Est-ce que c'était le biberon? Je sais pas trop. Et moi, je sais que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, vraiment libérée en fait en termes de charge mentale, me dire que j'étais plus la seule à pouvoir nourrir mon enfant. En plus, mon mari était assez demandeur, donc du coup, en plus, on a pu partager ça et tout. C'était vraiment un soulagement pour moi. Et bien sûr, j'ai continué d'allaiter, mais voilà, au moins je savais que c'était possible, elle pouvait prendre le biberon, quoi. C'est clair que c'est hyper rassurant aussi quand ton enfant, ça t'enlève un poids quand ton enfant commence la garde et tu sais qu'il va potentiellement manger, parce que ça arrive en effet qu'il refuse jusqu'au jour de la garde, voire les premiers jours. Et là, tu retournes au travail avec ce truc en plus de dire, bon, déjà, pourquoi je fais ça? Et en plus, potentiellement, mon enfant ne mange pas de la journée. Ouais, il hurle. Ça arrive, hein. Mais ouais. Pour rebondir sur toi, ce que tu as dit que tu étais libérée d'un poids, moi, pour le coup, mais je pense que je passe pour la fleur bleue de la team, là, le premier biberon donné par quelqu'un d'autre que moi, ça a été, pareil, je me suis effondrée. Mais je trouvais ça trop dur de se dire que ça y est, il n'y a plus que moi qui peut nourrir mon fils. Et ouais, ça n'a pas été facile, mais encore une fois, préparez-vous. De toute façon, à un moment, il va falloir que vous retravaillez et qu'ils prennent votre lait autrement que par votre sein, donc voilà. Et après, juste, ça peut être donc hyper stressant s'il ne l'accepte pas le jour J. Après, soyez quand même
relaxer là-dessus. Alors c'est dur, hein, c'est pas, je le dis facilement, mais il se rattrape en fait. Des fois, ça arrive qu'il ne mange pas de la journée. Un enfant, il se laisse pas mourir de faim. Par contre, il va téter toute la nuit. Ouais. J'en profite pour ajouter que des fois, on retrouve le conseil, alors quand les enfants sont un peu plus grands, de remplacer. Du coup, c'est pas grave, il prend pas de lait sur la journée, on peut remplacer par des laitages. C'est pas forcément un bon conseil si l'enfant a moins d'1 an, puisque encore une fois, le lait maternel n'a pas du tout la même composition que le lait de vache ou le lait de brebis. Donc donner un yaourt, alors dans le cadre d'une diversification alimentaire, c'est intéressant pour lui faire connaître d'autres choses, mais remplacer l'un par l'autre, en fait, c'est pas du tout les mêmes apports et du coup, nutritionnellement, c'est pas très intéressant. Voilà, ça c'est un petit flash qu'on fera peut-être avec Stéphanie qui m'a parlé de ça, qui est diététicienne. S'il prend pas dans des contenants, c'est de faire des flancs, par exemple. Oui, voilà. En fait, là, ce qu'elle me disait, c'est qu'éventuellement, c'est de faire avec de l'agar-agar, c'est le truc. Mais il faut que du coup, votre enfant accepte de manger beaucoup de flancs toute la journée. Il faut qu'il y ait plus de 4 mois déjà. Et que le mode de garde soit OK pour donner des flancs à la place des biberons. Et là, bonne chance. Voilà. Et donc, ça tombe bien que tu parles de mode de garde parce que c'est notre prochain item, là, dans notre épisode. C'est anticiper et organiser le mode de garde. Déjà, il faut choisir une personne qui est sensibilisée à l'allaitement. Certaines assistantes maternelles et crèches sont formées à la manipulation du lait maternel et respectent les besoins des bébés allaités. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle parce que j'en ai encore des fois une petite boule au ventre. Donc ma fille, je l'ai donnée, donc elle est gardée dans une MAM. Une maison d'assistante maternelle, donc il y a 2 nounous. Et donc au début, c'était très bien. Je les remercie vraiment pour ça. Je sais pas si elle m'écoute d'ailleurs, mais je les remercie. Elle me permettait d'aller allaiter ma fille donc la MAM est à 2 minutes de mon cabinet. Donc je me mettais des pauses et j'allais l'allaiter le matin, le midi et l'après-midi avant d'aller la récupérer. Je faisais des allers-retours. Donc ça, c'était très bien. Mais à un moment du jour au lendemain, ils m'ont dit bon bah là, il y en a marre, vous pouvez plus venir. Et donc ça a été méga brutal. Et après, ma fille, elle faisait que pleurer. Je pense qu'elle m'attendait toute la journée et donc quand je récupérais la boule au ventre, ma fille le soir elle me disait mais c'est le démon, elle fait que pleurer, elle hurle, faut arrêter l'allaitement, c'est ça qui la rend comme ça. Donc oui, c'est sûr que là elle est en manque de lait, elle a pas mangé, donc oui il faut, mais je pense que c'est un dialogue, faut vraiment sensibiliser le personnel qui garde, le personnel ça fait trop faut vraiment sensibiliser la personne qui garde ton enfant pour dire clairement, moi c'est pas un sujet de me dire d'arrêter ou pas. Moi encore la semaine dernière elles m'ont dit des fois elle fait des caprices, c'est sûr c'est l'allaitement. Non, elle est comme tous les bébés et donc vraiment c'est vraiment faut le dire direct, mettre les bases et les choses claires en disant je l'allaite, mon objectif c'est quand même un allaitement non écourté, j'espère que ça va bien se passer dans ce mode de garde là et on va tout faire ensemble en équipe pour que ça se passe bien, parce que du coup je suis plus toute seule à la nourrir et que ça repose aussi sur vous et sur votre bonne volonté, parce que c'est sûr si elle donne le lait maternel avec un a priori en disant c'est pas terrible, c'est du lait d'une humaine, etc. C'est sûr que c'est connoté négativement et le bébé doit le ressentir aussi. Donc vraiment, je pense que sensibiliser, et j'espère aussi que du personnel de petite enfance nous écoute, et je pense qu'ils sont tous bienveillants. Je pense que aussi ça doit être galère pour eux d'avoir des bébés qui pleurent toute la journée, et donc s'ils sont allaités, je pense que pour eux c'est la cause. Mais vraiment ça c'est aussi pour ça que je pense que j'ai voulu créer ce podcast, parce que c'était à ce moment-là en plus. Et voilà, je sais pas toi, Emeline, comment ça s'est passé, la transition avec la nounou, mais parfois je comprends, c'est pas facile. Ouais, c'était pas très facile non plus, on est toujours inquiet. Est-ce qu'elle en a assez? Est-ce qu'elle en a pas assez? En plus, on devait emmener, moi, du coup, je congelais mon lait. Du coup, il fallait quand il arrivait, il fallait qu'il soit encore un peu congelé, sinon on l'acceptait pas. Ensuite, c'était sûr que, du coup, à la fin de la journée, je le perdais, ce lait, peu importe s'il l'avait donné ou pas. Du coup, elle le jette, voilà. Et donc, du coup, il y a certaines crèches, pas toutes, mais qui acceptent, et donc que les personnes ramènent parfois des glaçons de lait. Et donc, du coup, ça permet de moins gâcher, entre guillemets, un grand sachet, en fait. Et donc, du coup, parfois, elle donnait un sachet plus un glaçon en complément, des choses comme ça. Ça, c'était pas mal. J'étais un peu rassurée avec ça, parce que je me disais, elle va pas manquer, et ou si jamais finalement, elle en a besoin
besoin de plus, on va pas entre guillemets en gâcher un en entier. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est la quantité, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut se faire confiance et puis discuter avec les personnes de la crèche pour savoir à peu près combien il faut et s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi j'ai eu de la chance, les personnes de la crèche de mes enfants étaient assez ouverte au dialogue sur ça mais j'ai déjà entendu en effet parfois que les personnes peuvent être un peu culpabilisantes sur l'allaitement alors que aucun lien n'a jamais été, je crois, fait de manière formelle entre un bébé allaité et le fait qu'il pleure. Voilà, il y a 1000 autres raisons. Oui, bien sûr. Et je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais la quantité qu'on conserve dans les petits sachets, l'idéal, c'est des sachets de 30 ou de 60 pour comme ça, elles puissent décongeler ou ouvrir un ou plusieurs sachets pour faire leur biberon. Voilà. Et toi, Hélène, du coup, ton expérience? Du coup, j'avais la meilleure crèche du monde. Non, je vais surtout parler pour mon fils. À l'époque, j'étais à Paris. Et vraiment, la crèche était incroyable. Je les salue. Ouais, il y a quand même des expériences positives. Alors, en plus, c'était une crèche donc c'est une crèche associative qui venait d'ouvrir. Donc, tout était neuf. Enfin, vraiment, là, on est encore potes avec des autres parents de crèche. Et à chaque fois, alors, qu'est-ce qu'elle était bien, la crèche. Donc, pour le coup, moi, ça avait été directement, je crois, au rendez-vous d'admission, entre guillemets. J'avais dit à la directrice que j'allaiterais et que sûrement je l'allaiterais encore quand il rentrerait en crèche, donc j'avais dit je sais quoi le protocole, quoi. Donc ils avaient un protocole tout fait pour la conservation du lait, tout ça, et pour le coup, alors moi ils prenaient que du lait frais, je crois, mais du coup ça m'est arrivé d'arriver du lait décongelé sans trop le dire. Voilà, il fallait juste mettre la date, donner les sachets, tout ça. Moi ils me le rendaient le soir. Ce qu'ils n'avaient pas fait chauffer, du coup c'était rendu si je voulais du coup moi le réutiliser. Et là où ils ont été incroyables, c'est que j'ai parlé du fait qu'on nourrissait mon fils à la tasse. C'est qu'au tout début, quand il est rentré, elle m'avait demandé du coup comment il prend son lait. Donc j'ai dit à la tasse, mais vous inquiétez pas, on va introduire le biberon. Elle fait non, mais ramenez la tasse. Donc elles ont fait de la tasse, je crois, pendant une dizaine de jours. Après, elles ont pris mes biberons horribles, difficiles à utiliser. Et petit à petit, on a fait la transition vers des biberons normaux. Et vraiment, pour le coup, elles ont été adorables. Et je l'ai allaité 20 mois. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté de tirer mon lait. Donc j'ai arrêté de leur ramener du lait tous les jours. Mais voilà, ça n'a jamais été un sujet. Ils dormaient pas trop, ça, on m'a jamais reproché ou quoi que ce soit que ça puisse être lié à enfin vraiment, c'était une super crèche. Et je réfléchis pour ma fille, c'est ma mère qui l'a gardée jusqu'à ses 10 mois. Bon, Annick, du coup, ça marche pas. Et en plus, pour le coup, ma mère me l'amenait à la pharma pour que j'allaite et je rentrais le midi pour l'allaiter. Donc, il n'y a pas eu de... Voilà. Et après, quand elle est rentrée en crèche à 10 mois, je crois que pendant 1 mois, j'ai ramené du lait, puis après, j'ai arrêté. Et pareil, enfin, il y avait un protocole, donc je le ramenais. Ils m'en parlaient pas trop, donc je pense que ça se passait bien. Je crois qu'ils me le rendaient pas le soir, là. La seule différence. Mais ouais, j'ai eu vraiment de la chance sur 2 structures. Ouais. Donc pour familiariser avec l'allaitement dans ton mode de garde, donc déjà anticiper, en parler, prévoir donc ton stock du 30 ou du 60 ml dans tes petits pots, tes petits sachets, c'est quand même mieux. Et puis après, leur demander vraiment le protocole. Oui, voilà. S'ils en ont pas, c'est un peu red flag a priori. Ouais. Après, s'ils en ont pas et qu'ils sont ouverts à mettre en place, voilà, pas de souci. Mais normalement, alors pour les crèches, en tout cas municipales, je crois que c'est de toute façon obligatoire. Pour les autres, je sais pas trop comment ça se passe. Et juste, on nous demande souvent combien je fournis au mode de garde. Alors on en parle avec le mode de garde, évidemment, ils vont vous dire eux les besoins qu'ils estiment. Et il faut savoir que souvent on conseille 30 à 45 millilitres de lait par heure d'absence. Donc si vous êtes absent 10 heures, c'est beaucoup, c'est 300 millilitres à 450 millilitres qu'il va falloir fournir, pour vous donner une idée. Et donc aussi, ce qui est important, donc là on a parlé du mode de garde, mais c'est aussi de trouver le bon rythme d'allaitement. C'est important quand même de garder les tétés essentiels avec ton bébé. Par exemple, matin et soir, ça permet de garder un lien avec ton bébé et aussi ta lactation. Il y a certaines mamans qui adoptent aussi un allaitement à la demande en dehors des heures de travail. Donc oui, dès que vous allez rentrer, de toute façon, votre bébé il va se rattraper, il va téter. Ouais, voilà. L'idée, c'est tirer en journée pour
maintenir votre lactation et on continue l'allaitement à la demande, après en fonction de l'âge de votre enfant, vous voyez, mais on continue l'allaitement à la demande dès qu'on est ensemble, quoi, pour vraiment maintenir cette lactation. Et le week-end, voilà, full, quoi. Et aussi, on peut observer que certains bébés préfèrent attendre le retour de leur maman pour téter plus fréquemment, donc en fin de journée et de nuit, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on vient de dire, mais et que du coup, ils voudront pas du tout de lait en dehors de ton sein la journée, et donc ça s'appelle l'allaitement inversé, et donc prépare-toi parce que bébé va te rattraper et va être tout le temps collé à ton sein. Ça c'est fortement possible. Moi, c'est ce qui est arrivé aux deux pendant un petit bout de temps. Et alors, on en a un peu parlé tout au long de l'épisode, mais choisir et adapter son matériel à son organisation et à son travail, c'est hyper important. Donc vraiment, choisir le bon tire-lait. Encore une fois, donc il y a des modèles qui sont louables en pharmacie ou sur des sites internet de matériel médical, et c'est pris en charge en location avec une ordonnance. Donc ça peut être la solution petit budget, mais du coup on l'a un peu déroulé tout au long de l'épisode. En fonction de ton travail, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Après, on l'a dit, Emeline et moi, on a tiré avec des tirelets de location, c'est possible, mais voilà, c'est pas forcément le truc qui va être le plus pratique, le plus optimal, voilà. Mais encore une fois, là, si on peut se le permettre, l'investissement dans un tirelet nomade, en particulier si on a un travail, on l'a dit, où on peut pas s'isoler, où on est souvent en déplacement, voilà, c'est le feu. Voilà. Bon, oui, c'est le feu, mais j'ai déjà dit tout à l'heure et je le redirai autant de fois qu'il faut. Mais et encore une fois, on se sent vraiment privilégié quand on peut en avoir un. Mais moi, j'aurais pas pu continuer l'allaitement sans un tirelet nomade, ça c'est sûr. Et donc, je pense que ce qui est important dans le choix du tirelet, c'est de choisir vraiment ce qui te convient. Si toi, c'est possible, ça te va très bien de tirer avec le tirelet électrique double pompage. Hospitalier dans la salle qui t'est dédiée, sur les heures qui te sont dédiées, et c'est cool pour toi. Et si par contre c'est pas possible, c'est vrai qu'il faut voir pour essayer d'acheter un tirelet nomade. Par exemple, on peut le mettre sur la liste de naissance parce que vraiment, c'est sûr que c'est le truc qui va te servir plus que 50 doudous, en gros. Donc, je sais pas, Emeline, ce que t'en penses. C'est vrai que le budget d'un tirelet nomade est quand même conséquent, surtout qu'on sait qu'on va pas tirer notre lait toute la vie. Donc, c'est un investissement, mais pas non plus sur des années. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Ouais, c'est vrai que il y a des tirelets qui sont assez onéreux. Moi, justement, au départ, je me suis dit quand je me suis commencé à m'intéresser, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, tiens, c'est dommage en effet parce que tout le monde ne peut pas forcément s'acheter un tirelet aussi cher pour quelques peut-être semaines, mois. On sait jamais trop si ça va marcher, etc. Donc d'ailleurs, c'est un peu l'idée de départ quand on a développé nous Amy Pump en se disant est-ce qu'on peut faire un objet assez simple qui marche, qui soit qu'on essaye de le rendre accessible au maximum de personnes, malgré le fait que c'est toujours un coût, en tout cas plus que les tirelets filaires qui sont remboursés. Mais voilà, après, il faut, je pense, que chacune choisisse le tirelet qui lui correspond. Est-ce que pour vous, c'est important que ce soit facile à nettoyer, d'où il faut regarder la forme du réceptacle, par exemple. Est-ce que c'est une bouteille ou est-ce que c'est plutôt quelque chose facile, plus facile à nettoyer et qui sèche mieux? Est-ce que c'est une prise en main rapide que vous voulez ou est-ce que c'est important pour vous d'avoir une connexion à une app? Nous, par exemple, on avait fait le choix de se dire, l'app, c'est bien, mais c'est pas essentiel. Savoir exactement le volume de lait qu'on a tiré, on regarde la graduation et on peut se le noter. On en a besoin, on n'en a pas besoin. En tout cas, pour une prise en main rapide qui nous paraissait une des fonctions les plus essentielles, on a décidé que on n'allait pas avoir les problématiques de connexion ou autre. Donc ça peut être aussi un des éléments que vous pouvez, au moment où on choisit son tirelet, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, est-ce qu'on a envie que ça soit compatible avec les tirelets filaires, par exemple. Nous, on a vraiment designé le produit pour que ce soit aussi un recueil de lait, c'est-à-dire qu'on peut en fait le brancher au câble avec, aux tubulures Medela, Spectra ou autre, pour qu'en fait on utilise ce tirelet par exemple à la maison, mais en recueil de lait juste pour avoir les mains libres. Il y a aussi le nombre de tétrelles auquel on peut se poser la question, quelle taille de tétrelle vous avez besoin.
besoin. Il y a des tire-laits qui proposent plus ou moins de tétrelles. Voilà, donc c'est pour ça que nous, quand on s'était posé la question, on s'était dit, tiens, en fait, il faut qu'on propose des tétrelles assez de petite taille. Enfin, voilà, donc il y a pas mal d'éléments à regarder dans les tire-laits nomades et il faut regarder ce qui vous correspond, ce qui correspond au mieux à votre besoin. Je sais pas moi, facile à transporter, le poids, la discrétion si vous voulez tirer dans un open space. Enfin voilà. Il y a plein de choses à penser et je compléterai aussi sur le tire-lait nomade. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est pas, enfin moi je l'ai aussi beaucoup utilisé pour pas forcément tirer pour garder mon lait, mais tirer pour maintenir ta la lactation. Bien sûr. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, parfois j'étais en déplacement ou autre, et en fait, mon lait, je l'ai pas ramené chez moi, mais ça a permis simplement de continuer à tirer 2-3 fois par jour. Et c'était aussi un de mes critères, du coup, quand j'avais choisi mon tire-lait nomade. Enfin voilà, il y a autant Enfin, il n'y a pas autant de produits que ma femme, malheureusement, il n'y en a pas autant disponibles. Mais en tout cas, il y a des fonctionnalités différentes et chacun doit. Oui, tu peux y trouver ton compte. Ce qui lui va, quoi. Ouais, voilà, moi, c'était bien. C'était celui que j'avais. Que j'ai toujours. Il s'arrête quand c'était plein. J'avais pas besoin de toucher, de regarder dans mon soutien-gorge en pleine consulte, quoi. Ça, je trouvais ça bien. Mais après, voilà, chacune. Enfin, il y a des tableaux comparatifs maintenant, etc. Donc, franchement, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est la vie, hein, le tire-lait nomade. Et donc, je rebondis sur ce que tu as dit d'intéressant, c'est de laver son tire-lait. Donc, c'est vrai qu'il est important de bien le laver, mais on n'est pas obligé de le laver à chaque fois, à chaque tirage. Hélène, elle a une petite astuce. Alors, la petite astuce, c'est que donc ce qu'on va laver, c'est-à-dire les tétrelles, les choses comme ça, on n'est pas obligé de les laver à chaque tirage. Typiquement, sur une journée de travail, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de les laver. On peut en fait faire un tirage, mettre tout ce qui est souillé, entre guillemets, enfin tout ce qui normalement se lave dans un sac de congélation zippé et vous le laissez au frigo. Et ça vous permet en fait de refaire un tirage par exemple 3 heures plus tard sans le relaver. Ça peut vous faire gagner du temps parce que moi en fait je prenais 2 fois 20 minutes je crois pour pas niquer 1 heure de travail. Et donc je tirais pendant ma pause déj et une fois l'après-midi. Et du coup je faisais ça pour gagner 5 minutes de lavage. Donc ça peut être une astuce. Après, il faut aussi que les collègues soient OK pour mettre ça au frigo. Bon, soit ça ne gêne personne, c'est dans un sac zippé. Non, mais après, encore une fois, on lit des fois des trucs horribles de gens qui mettent du lait au frigo et les gens les enlèvent. Enfin bref, voilà. Il y a ça. Et après, sinon, moi aussi, ce que j'ai fait à un moment avant de faire ça, je lavais à l'eau et au savon. Et en fait, j'avais un torchon propre prêt dans ma petite salle où je tirais. J'emballais tout dans mon torchon propre et je mettais dans un coin, en fait, pour que ça sèche avant le prochain tirage. Pour pas prendre le temps d'essuyer de machin et tout, parce que normalement, il vaut mieux pas essuyer, d'ailleurs, il vaut mieux laisser sécher. Mais voilà, j'avais fait tout mon petit barda dans la petite salle. Voilà. Ouais, c'est bien de trouver un espace qui te permet de mettre ton tire-lait dans un endroit propre qui t'est dédié. Ça aussi, tu peux en parler avec ton employeur. Et aussi, donc, c'est bien de prévoir un endroit pour conserver ton lait pendant la journée de travail. Et aussi, un sac isotherme pour le transport de ton lait tiré. Et toi, Hélène, tu parles du Serchil. Ouais, je sais pas, c'est un truc que j'ai vu, ça m'a l'air super. Je ne sais pas le dire, c'est américain, Serchil. Non, en fait, c'est une espèce de thermos. Dans lequel on peut mettre des glaçons en fait pour faire un gros maintien au froid. Ça maintient en fait au froid jusqu'à 20 heures. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de frigo au travail. On parlait aussi des commerciales parce que du coup, tu peux mettre ton lait là-dedans. Ça a une grosse contenance, c'est comme une très très gros thermos. Tu peux mettre ton lait dedans et du coup, ça va le garder au frais jusqu'au soir et tu peux le remettre au frigo derrière. C'est intéressant en fait si t'as pas de frigo au travail. Et aussi, donc, tu peux t'équiper pour le confort, donc avec des coussinets d'allaitement si ta lactation elle n'est pas méga rodée et que tu as des fuites. Il y a aussi les brassières d'allaitement, on va en parler avec Mama Engs, mais des brassières où le coussinet d'allaitement est intégré. Il y a des brassières d'allaitement aussi où tu peux mettre ton tire-lait filaire, donc comme ça, tu n'as pas besoin de mettre tes mains pour, en fait, pour le tenir. C'est une brassière avec des trous où du coup les tétrelles vont pouvoir entrer. On peut aussi faire des do-it-yourself avec des collants. Et tu fais des trous au niveau des tétons et voilà. Et Anna, elle vous fera un tuto. Je ferai un tuto. On adore. Voilà. Et aussi mettre des vêtements pratiques et faciles pour tirer ton lait, c'est-à-dire ample. Alors c'est vrai que le tire-lait nomade, moi j'ai pas une grosse poitrine. Emeline non plus, j'ai regardé sur les photos. Non, je rigole. C'est vrai. La
folle. Mais c'est vrai que ça augmente la taille de la poitrine. Moi, ça a pu surprendre un peu mes patientes. Mais en tout cas, des vêtements amples, c'est quand même mieux que le vêtement méga moulant quand tu mets ton tire-lait nomade. Puis avec le filaire, il vaut mieux éviter la robe longue moulante puisque tu dois la soulever entièrement. Ouais, voilà. Donc en fait, les vêtements d'allaitement, c'est pratique aussi pour tirer son lait. Non, c'est vrai que quand on tire son lait avec un tire-lait nomade, c'est vrai que du coup, ça fait un peu en effet un déséquilibre de taille au niveau de la poitrine, mais en même temps, il y a un petit bruit de fond quand même. Et donc, du coup, toujours notre interlocuteur peut-être peut se dire, en général, moi, je dis toujours, oui, donc je suis en train de tirer mon lait, donc ça va faire un peu de bruit, voilà. Et hop, c'était parti. Donc, du coup, c'était désamorcé, en tout cas, et on n'en parlait plus. Oui, moi, je sculptais les patients en tirant mon lait, donc on est quand même proche des gens. Et je voyais le regard paniqué. Je disais, non, mais ne vous inquiétez pas, je tire mon lait. Il fait, ah ok, je croyais que vous aviez un pacemaker ou une machine pour respirer. Mais non. Mais en vrai, ça s'entend pas. C'est vraiment quand on est proche de l'autre, quoi. Donc là, on a parlé de logistique, tout ça. Bon, déjà aussi pour dire, l'allaitement n'est clairement pas économique. Entre le tire-lait, les fringues, l'heure non rémunérée pour téter son lait, mais ça on en a déjà parlé. Voilà, avec Anne-Florence Salvetti-Lyon, l'allaitement n'est pas spécialement économique pour la maman en fait. Voilà. Et donc ça l'est pour la société. Voilà, c'est la petite parenthèse féministe. Et donc on a parlé de logistique, d'organisation, mais vraiment il faut se préparer mentalement et accepter l'adaptation. C'est bien de se rappeler que chaque allaitement est unique. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres mamans, aux autres collègues. Tu peux faire un allaitement exclusif, mais aussi on peut faire un allaitement mixte et tout est ok. Si tu n'arrives pas à tirer ton lait, si ta lactation se maintient matin et soir et que ton bébé a du lait en poudre à la crèche, à la mame, chez la nounou, et ben si c'est ok pour toi, c'est ok, tout va bien. Voilà. Mais faut avec lâcher prise. Petit rappel que de faire attention à l'engorgement dans ce cas-là si on choisit de ne pas tirer en journée et que en fonction de votre réserve, votre capacité de production et votre capacité de réserve, ça peut tout doucement faire péricliter l'allaitement puisque on n'entretient pas, donc ça peut l'arrêter. Mais après, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Moi, j'ai dit que j'ai arrêté de tirer au 1 an de mon fils et je crois que j'ai fait pareil pour ma fille et pourtant je les ai allaités quasiment 2 ans tous les deux. Donc ça dépend aussi de ça. Il n'y a pas de règle. Ouais. Si, une partie, il faut faire attention. Moi, ma sage-femme m'avait beaucoup aidée lors de mon premier allaitement. Au bout de 2 mois, j'avais repris et en fait, là, j'étais à un événement pendant 2 jours. J'avais un tire-lait manuel. J'arrivais pas bien à m'en servir. Bref, du coup, ça avait un peu tari ma production de lait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est la fin. Elle m'a dit, non, n'abandonnez pas, relancez la lactation. Et en fait, j'ai restimulé de manière plus forte et c'est reparti. Et je la remercierai jamais assez parce que je pense qu'elle m'a vraiment donné confiance de conserver vraiment cet allaitement, de recommencer. Et voilà, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, donc moi j'en ai là encore et vous pouvez potentiellement repartir. Voilà, donc c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez une baisse qu'il faut qu'il faut lâcher l'affaire, quoi. Oui, c'est clair. C'est vrai que ça peut être dur, mais on peut souvent, voire toujours revenir en arrière. Bon, après, c'est des cas même extrêmes, mais même sur des lactations arrêtées, on peut relancer des lactations. Bon, encore une fois, c'est des protocoles lourds, mais c'est possible. Le fait de savoir que c'est possible, c'est une bonne chose quand même. Oui, et donc on souligne le fait d'être bien accompagné, c'est ça qui est méga important. Si tu as un doute sur tes tétrelles, le temps de tire-lait, sur ta lactation, bah c'est toujours bien de consulter une consultante en lactation ou ta sage-femme qui est formée en allaitement ou nous écouter, mais nous on fait pas du cas par cas, mais voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de lâcher prise aussi sur la quantité de lait tiré. Ta production, elle va s'adapter au fil du temps. Et le stress, ça peut vraiment jouer sur le réflexe d'éjection, sur la production. Donc, vraiment, faut se détendre dessus, même si c'est pas facile. C'est quand même notre stress quotidien de est-ce que j'ai produit assez de lait tiré pour donner au nounou demain. C'est vrai que c'est stressant. Et surtout, moi, ce qui me stressait, c'était le week-end, quand elle tétait toute la journée. Donc, je tirais beaucoup moins mon lait. Donc, le lundi, faut quand même prévoir un petit stock si t'es en flux tendu pour donner le lendemain du week-end parce que sinon c'est compliqué la logistique. Ouais, et on n'oublie pas de profiter des retrouvailles avec son bébé. On maintient vraiment, mais de toute façon l'allaitement ça le permet aussi. Je trouve quand on continue d'allaiter avec le travail de maintenir vraiment ce lien charnel avec son bébé. Donc on tétait à volonté, matin et soir, on n'hésite pas. Et autant ça, moi je peux te dire pour moi, pour le coup. Ça me gonflait de tirer mon lait, mais d'une force. J'aimais pas ça, surtout avec mon gros tire-lait.
Mais il y avait ce côté, je me disais, mais en fait, je fais ça pour mon bébé. Et en plus, quand je le faisais, je regardais des photos de mon bébé, déjà parce que je le faisais tout le temps et que ça te fait faire de l'ocytocine, donc tu tires mieux. Et du coup, je me disais, voilà, c'est vraiment ce moment de la journée où c'est chiant, mais je pense à lui. Et du coup, c'est un bon truc et je fais ça pour lui. Et voilà, je pense que ça aurait été plus difficile pour moi parce que j'ai des copines qui l'ont vécu de sevrer, commencer la garde, reprendre le boulot. En fait, alors qu'elles n'avaient pas forcément envie de sevrer, mais elles voyaient pas comment concilier les deux, elles se disaient pas que c'était possible. Et du coup, ça faisait 3 trucs hyper durs, en fait. D'un coup. Ouais. T'as vraiment l'impression de tout lâcher, alors que là, garder ce lien-là, tu dis, ok, oui, j'ai repris le travail, et c'est complètement ok, évidemment, de reprendre le travail. J'ai parlé de dualité, mais c'est cool aussi de retravailler. De voir d'autres adultes. De voir d'autres adultes et s'épanouir, en fait, en tant que personne, hors famille. Et voilà, mais vraiment, du coup, moi, c'était ce truc-là, c'était vraiment ce qui définissait ma maternité, l'allaitement quand mes enfants étaient petits, et du coup, de le garder en travaillant, je disais, voilà, ça faisait vraiment ma dualité de maman et de femme qui travaille, de conserver ce lien entre nous. Ce qui est important aussi, c'est de gérer la fatigue et la charge mentale. Donc déjà, faut que tu trouves un équilibre entre ton allaitement, ton travail, ta vie perso, avec par exemple tes autres enfants, ton mari. Ça vraiment, c'est important pour te sentir bien et que ton bébé ressente que tu vas bien. Je sais pas toi, Emeline, comment ça a été les transitions reprises du travail avec l'ensemble de ta famille? Mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai repris à 50% au début. Je travaillais 1 jour sur 2. C'était un peu le rythme que je m'étais donné et j'ai trouvé que c'était un bon rythme parce que pour le premier, j'ai pas bien anticipé, j'avais pas tout compris, je pense, à ce que voulait dire avoir un bébé avec soi. Donc pour le deuxième, j'avais bien anticipé ça et c'est vrai que c'était hyper agréable de pouvoir travailler à un moment donné et l'autre jour être avec son bébé, toujours avoir ces moments privilégiés, continuer à l'allaiter comme je disais tout à l'heure, vraiment finalement être encore en connexion avec son bébé sur le long terme. Donc non, c'était vraiment c'était bien équilibré et puis après petit à petit, je suis revenue à 100%. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que dès que ça devenait trop une contrainte, voilà, ou l'allaitement ou autre, on essayait d'adapter. C'est vrai que si l'allaitement devient une contrainte, c'est pas la peine de continuer. Mais si ça a toujours du bénéfice, toujours bénéfice-risque, bénéfice-contrainte. Je pense que c'est important de le garder si ça fait sens pour vous. C'est vrai que sinon c'est trop violent, quoi. Comme tu disais, c'est s'obliger à sevrer parce qu'il y a des contraintes extérieures qui en plus sont pas forcément très agréables de retourner travailler, parfois pour certains. Ou certaines plutôt. Voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance. Le papa était aussi, le deuxième parent peut être aussi avoir envie de s'impliquer, etc. Donc voilà, ça s'est fait en douceur, en communiquant avec les gens autour de nous. Voilà. Ouais, et du coup, l'importance du soutien, tu le soulignes, du conjoint, de la famille, des collègues et des personnes qui gardent ton bébé, c'est vraiment important. Et moi, j'ajouterais que j'en ai parlé, mais hyper important d'en parler autour de vous, de montrer que c'est possible, d'en parler à vos collègues. Et autant j'ai parlé de mon ancien boss, moi, qui m'a jamais répondu à mon mail et du coup qui ne m'a jamais parlé de savoir si ça allait ou si ça allait pas, et voilà, et finalement c'était très bien. J'ai eu des retours aussi de personnes qui ont été hyper surprises, typiquement plus du coup en pharmacie, d'en parler à leur boss qui fait ok, mais pas de souci, on n'a pas de salle, mais ce sera mon bureau, ou des trucs où tu t'aurais pas pensé en fait qu'on te laisse le bureau du boss pour tirer ton lait. Et j'avais accompagné une maman qui bossait dans un milieu très très masculin. Et donc je l'avais accompagnée pour sa prise du travail et pareil, elle avait été très surprise en fait. Du coup, pareil, je lui avais dit franchement dites-le et puis vous verrez bien. Bon, des fois on peut avoir des petits commentaires, mais en fait ça amène souvent beaucoup de bienveillance. Et elle, c'était beaucoup d'hommes et en fait beaucoup d'hommes qui avaient fait ah oui moi ma femme elle a galéré et en fait du coup qui l'aidaient, qui lui faisaient la place dans le frigo, qui disaient ah non faut pas la déranger à ce moment-là. Voilà, donc vraiment pas hésiter parce que des fois on peut avoir du soutien qu'on ne pensait pas et il y a quand même, je trouve, pas mal de bienveillance autour de ça. Moi, je me suis aperçue d'énormément de choses. J'ai commencé à en parler autour de moi, puis on m'a dit mais en fait ton expérience d'allaitement, c'est important d'en parler, etc. Et du coup, je commençais à en parler sur LinkedIn. Bon, c'est quand même plutôt un réseau professionnel. Pourquoi est-ce que j'avais parlé d'allaitement sur LinkedIn? Je me disais, mais en fait, j'ai réalisé qu'au-delà de parler de mon expérience qui n'est pas forcément le cœur du sujet, mais en fait de parler de l'allaitement possible en entreprise dans le cadre de la reprise du travail, j'ai été surprise du nombre de commentaires, du nombre de réactions, du nombre de
personnes qui finalement s'intéressent aussi, soutiennent ce sujet. Et j'ai pu avoir vraiment des retours incroyables de personnes qui me disaient moi ça s'est passé comme ci ou comme ça, voir que finalement à travers le temps il y a des entreprises qui étaient déjà assez avancées il y a pas mal d'années, et par contre il y en a aujourd'hui qui sont pas du tout avancées sur le sujet. On pourrait croire que finalement bien sûr ça va mieux, je pense qu'on parle de plus en plus et de plus en plus d'entreprises sont ouvertes à cela, mais il y en avait déjà quelques-unes qui étaient ouvertes il y a quelques temps, mais voilà, donc c'est moi je me dis que finalement plus on en parle, et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui, plus on en parle, plus on rend ça accessible, plus on se dit mais oui en fait je l'ai fait, donc les autres peuvent le faire aussi. On arrivera à rendre possible, en tout cas pour celles qui veulent allaiter, c'est pas dit qu'il faut, je dis pas qu'il faut absolument allaiter pour celles qui veulent pas, mais en tout cas voilà, c'est possible, et ça continuera à être possible, et encore plus si on a les bons outils, si il y a la bonne écoute, l'environnement qui va bien. Donc je trouve que ça va vraiment dans le bon sens, et nous on le voit vraiment dans notre quotidien avec les personnes avec qui on interagit. Je suis vraiment contente de là où on va. Merci beaucoup Emeline pour c'était hyper ton intéressant témoignage. d'échanger avec toi. Ouais, surtout en tant que femme, en tant que maman qui a allaité, en tant que maman qui a créé des tireliers nomades pour que les mamans puissent allaiter, et en tant que chef d'entreprise, c'est vrai que t'étais la bonne invitée pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous, votre temps. J'étais aussi contente de pouvoir échanger sur les différentes expériences. Et puis, à bientôt. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la reprise du travail et l'allaitement. Bon, j'espère clairement que vous avez pris des notes parce qu'il était un petit peu long, mais on a tellement de choses à dire. C'est ce qu'on disait en off. En fait, chaque maman a son histoire, son vécu, son expérience sur la reprise du travail et son allaitement. Donc, on espère qu'il vous a apporté des réponses concrètes, et surtout qu'il vous a rassuré sur cette transition qui peut sembler compliquée, voire insurmontable, mais qui est tout à fait faisable avec un peu d'anticipation et surtout de bienveillance envers vous-même. Si vous choisissez de continuer l'allaitement à temps plein, c'est parfait. Si vous optez pour du mixte, c'est parfait aussi. Et si vous décidez de sevrer parce que c'est ce qui vous semble le mieux pour votre équilibre, c'est tout aussi parfait. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec votre choix. Et surtout, ne restez pas seul, parlez-en avec d'autres mamans, d'autres collègues, échangez avec des professionnels de l'allaitement, et surtout n'hésitez pas à demander du soutien autour de vous. L'allaitement est une belle aventure, et avec le bon accompagnement, il peut s'adapter à votre rythme de vie. C'était l'heure de la tétée. Et bonne reprise. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.